Eh bien, lorsque vous avez parlé de mes voyages, mais il y en a eu plusieurs, je me suis rendu compte que le peuple syrien n'était pas opposé à M. Bachar el-Assad et que c'était une armée de conscription et qu'avec une armée de 400 000 hommes, il a réussi à éviter le désastre qu'ont connu l'Irak ou la Libye, par exemple. Et lorsque j'y suis allé la dernière fois, on venait d'assister à la libération d'Alep, eh bien, j'ai trouvé un président qui ressemblait à son peuple, c'est-à-dire qu'il voulait conserver l'intégrité de son pays sans l'intervention intempestive et dans tous les sens de forces étrangères au prétexte que c'était un lieu de passage de pétrole ou de gaz. À l'horizon de la présidentielle de 2022, vous relancez votre candidature autour de votre mouvement Résistons. Vous sortez notamment un livre manifeste intitulé Aurore ou crépuscule, Résistons, édité au Cherche Midi, que nous allons décrypter ensemble. Alors ma première question pour vous, Jean Lassalle, sera d'ordre un petit peu philosophique. Mais qu'est-ce que résister signifie pour vous ? D'abord, merci pour votre invitation. Et ensuite, votre remarquable présentation, à laquelle je suis très sensible, ainsi que l'accueil que vous me réservez avec vos amis dans votre studio. Alors, résistant, c'est que je ne supporte plus, depuis fort longtemps déjà, c'est ce qui m'a fait sortir des partis traditionnels et de celui dans lequel j'étais, vous l'avez rappelé, le MoDem, mais j'aurais quitté le PS si j'y avais été, j'aurais quitté les Républicains, parce que dans le fond, nous avons tous fait les mêmes choix. C'est-à-dire que nous avons connu un modèle après la Deuxième Guerre mondiale, pendant quasiment 40 ans, ou peut-être un petit peu plus, où la démocratie s'exerçait. En France, c'était la droite, la gauche, comme dans beaucoup de pays. Petit à petit, la gauche s'est structurée avec le Parti socialiste, le Parti communiste ayant beaucoup baissé, et puis la droite avec les Républicains, le RPR et le Front National qui a commencé à émerger puis à grandir. Si vous voulez, pendant longtemps, les Français ont voté passionnément parce qu'ils aiment beaucoup. C'est un peuple qui aime la politique. La France a cela. La France a une langue extraordinaire, exigeante, très difficile à apprendre, mais qui est une langue d'ouverture d'esprit, d'indépendance d'esprit, de convivialité. Et malheureusement, nous ne la défendons même plus. Qui aurait dit à 150 ans qu'un jour la langue de Stendhal mangerait celle de Victor Hugo, personne ne l'aurait cru. Et pourtant, c'est un petit peu ce qui arrive, parce que ce n'est pas la langue de Stendhal qui est pratiquée dans le monde entier, mais c'est l'anglo-dollar. Donc, ce qui s'est passé, c'est que nous avons subi une nouvelle attaque d'un monde financiarisé à l'extrême, où quelques puissances détiennent 80-90% des moyens de la planète. Et dans un pays comme le nôtre, qui s'est constitué en prenant beaucoup de temps autour de ces provinces, avec un État qui s'est construit, l'État joue un rôle important et les provinces aussi. Et au fond, l'État et la République qui a succédé à la monarchie se sont vus depuis une quarantaine d'années maintenant, une trentaine d'années, dépossédés progressivement de tout moyen financier et ensuite de tout espace politique. C'est la raison pour laquelle, effectivement, j'ai décidé de créer Résistants pour résister à cet état de fait. Parce qu'avant de passer à un nouveau paradigme, il faut convaincre nos compatriotes de
la nécessité de résistance. J'ai vu des amis, qui étaient devenus des amis dans diverses parties du monde, accéder au pouvoir, mais ils n'avaient pas préparé leur peuple au fait que s'ils changeaient de politique, tout l'establishment financier leur tomberait dessus, toutes les puissances les écraseraient. Or, un grand pays comme le nôtre aspire à retrouver son histoire, sa langue, sa culture, sa capacité à parler au monde. Nous sommes le seul pays dont on dit qu'il a un caractère universaliste. Pourquoi? Parce que chez nous, le peuple s'est déclaré souverain. Parce que malgré bien des difficultés, nous avons inscrit dans le marbre de la Chambre des députés la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et depuis le début des années 1900, nous avons même ajouté la laïcité pour que l'espace public, le domaine public de l'État, ne soit pas mêlé à l'espace spirituel et que chacun puisse trouver son rôle. Or, aujourd'hui, tout est mêlé et c'est contre cela que je résiste. Vous avez mentionné la résistance et justement, il y a une bonne partie de votre ouvrage qui est consacrée au mouvement des Gilets jaunes. Comme je l'ai rappelé en introduction, vous avez apporté votre soutien et même participé à certains actes de ces manifestations. À propos du mouvement des Gilets jaunes, vous parlez d'un élan d'inspiration révolutionnaire. Selon vous, de quoi ce mouvement a-t-il été révélateur? Ce mouvement a été révélateur de manière très spontanée. Et je n'ai pas soutenu d'ailleurs, j'ai suivi parce qu'il ne demandait pas à être soutenu. Il ne voulait d'ailleurs être sponsorisé par personne, ni récupéré par personne. Et je me suis toujours efforcé de tenir sur cette ligne de crête. Ce qui n'empêche, et vous l'avez rappelé, j'ai participé à toutes leurs manifestations et j'ai vu comment leur mouvement a été littéralement agressé, gangréné, pris en main, comment je devrais dire, petit à petit, on a fait un mouvement effrayant pour le faire disparaître. Mais ceux qui sous-tendaient l'action de tant et tant d'hommes et de femmes existent encore. C'est un profond sentiment de révolte par rapport au système que j'ai décrit il y a quelques instants et qui ne l'accepte pas. C'est aussi le révélateur d'une France profondément injuste et inégale, alors que liberté, égalité, fraternité étaient des symboles très forts qui ont traversé les océans et les montagnes et les mers. Et les Français aspirent à pouvoir gagner leur vie, mais en se retrouvant, en faisant société au cœur d'un même pays qu'ils aiment passionnément. Ils aspirent aussi à pouvoir parler avec le monde entier. Et si possible, à passer ce cap de nouvelle mondialisation, si je peux dire, sans que ce soit en Occident, et pour la première fois, un nouveau bain de sang. Ils veulent le faire dans une démarche pacifique. Et qu'est-ce que vous avez pensé de l'évolution de ce mouvement des Gilets jaunes? Vous abordez notamment dans votre ouvrage la question du pourrissement du mouvement par les Black Blocs. Oui, et d'ailleurs c'est un élément qui m'a beaucoup perturbé et contrarié. Et j'ai posé beaucoup de questions, j'ai demandé la mise en place d'une enquête parlementaire. Et après tout, il y a une enquête parlementaire sur Benalla, on aurait pu très bien l'étendre un petit peu, mais d'où sortaient et d'où sont sortis ces 300 hommes toujours habillés de noir, que j'ai tellement vus, mais parce qu'ils sont très très visibles, ils ne se cachent pas au vu et au su de tout le monde. Et puis après, ils s'éparpillent par petits groupes, et puis à un moment donné,
Et ils sont 4 ou 5 dans un groupe. Il y en a 2 qui revêtent un gilet jaune et ils tapent sur le policier ou le gendarme qui est à côté. Il y en a 2 autres qui ont un uniforme, qui apparaît un uniforme de policier, et ils tapent sur les gilets jaunes. Et 5 minutes après, c'est la bataille générale, puis avec des jets de grenades. Et cela a généré d'ailleurs une répression d'une très grande violence que nous n'avons pas connue dans les pays de notre standing, dans les pays modernes, dits démocratiques, depuis très longtemps. Et petit à petit, c'est 300 hommes en noir, mais aussi une très grande partie des médias, qui appartiennent tous, pratiquement, aux plus grandes fortunes de ce pays, qui sont une demi-douzaine, ont déstabilisé et puis discrédité, c'est le terme que je cherchais, complètement l'idée même de mouvement génial. Parce que ce mouvement a investi d'abord les ronds-points. Or, quand vous voyez un rond-point, vous avez à peu près envie de tout, sauf de vous y installer. Rond-point, ça passe dans tous les sens, ça tourne, ça part, etc. Et eux en ont fait des lieux de rencontre. Ils se sont réappropriés une partie de l'espace public. Petit à petit, ils ont construit des petites maisons, des cabanes. Et on y retrouvait tous les âges. Et on trouvait un jeune homme ravi de découvrir un grand-père qu'il n'avait jamais eu. Et le grand-père avait de l'expérience. C'était parfois un ancien chef d'entreprise, parfois c'était un ancien magistrat, j'en ai vu, d'autres fois c'était un ancien fonctionnaire, un instituteur, ou alors quelqu'un qui avait eu tout simplement la chance de travailler pendant sa vie et qui savait faire des choses. Et le jeune était content d'apprendre. Et celui qui avait les tempes blanches était content de retrouver chez le jeune la force et l'idéal qui s'était un peu affaibli en lui. Et puis il y avait des femmes dont on a dit qu'elles avaient entre 30 et 50 ans, moi j'en ai vu de tous âges, qui élevaient leurs 2 enfants, souvent seuls, avec des moyens dérisoires, et qui, au fond, ont tenu un rôle tout à fait remarquable, parce que, par exemple, vous savez, les soirées, après, quand c'est fini, les hommes ont un peu tendance à s'attabler, on fume quelques cigarettes, on boit un petit coup de plus, et les dames disaient à partir d'un certain moment, allez, demain au boulot, demain il y a du boulot, tout le monde au lit, et on a retrouvé une manière, un vivre ensemble qu'on n'avait pas connu depuis très longtemps. C'est pour ça que j'ai montré une très grande sympathie, sans jamais essayer de sortir mon rôle de député. Par contre, il m'a semblé qu'il était impérativement nécessaire de porter cette situation et ce merveilleux mouvement à l'Assemblée nationale. Parce que c'est la maison du peuple, c'est sa raison d'être, c'est là que les grandes idées doivent être débattues. Et je ne pensais pas que j'aurais subi le traitement que j'ai subi. Bon, il faut dire qu'ils n'ont pas aimé, le président n'a pas aimé, ça a créé une suspension de séance parce qu'ils avaient peut-être imaginé que j'allais enlever mon gilet jaune comme ça, comme une formalité. J'ai dit non, je l'ai, je le garde. Parce qu'il y a 80% des Français qui soutiennent le mouvement en cours. Le mouvement venait de démarrer il n'y a pas longtemps. Donc il m'a accablé d'une peine de 1 500 € que vous avez dite, mais ça ne m'a coûté que 500 € pratiquement parce que c'est des dons, alors pas forcément très grands, des fois c'était 1 €, des fois c'était 10, des fois c'était 50, qui ont payé quasiment 1 500 €. C'est pour vous dire qu'il y avait aussi une forme de partage et de solidarité. Alors, au début, il y a une partie de l'Assemblée, mais ça, on a un petit peu passé sous silence parce qu'il y a quand même les insoumis. Lorsque la séance a été levée, parce que j'ai fait lever la séance, ça a été bloqué, tout a été bloqué, qui sont sortis avec moi. J'ai vu les députés pratiquement sur tous les rangs se lever pour m'applaudir et sortir avec moi, et ça, j'en veux beaucoup à la télévision publique de ne pas l'avoir
plus montré, et notamment LCP, la chaîne parlementaire, qui plus est, payée avec les deniers de la République, si les choses ont un sens, ne pas le montrer davantage. Mais ce jour-là, c'est un mauvais coup qu'on a porté aux Gilets jaunes, à une forme d'expression aussi à laquelle les Français sont très attachés, c'est le droit à manifester. Nous avons, lorsque nous ne sommes pas heureux de notre sort, le droit et l'obligation de manifester. Et ensuite, la manière dont ils ont été tabassés, dont leurs leaders ont été petit à petit suivis pour être arrêtés, et parfois même brutalisés de manière incroyable, dit le désarroi du système qui malheureusement nous a pris en main et nous dirige d'une manière impitoyable. Alors je voulais qu'on parle de la crise de la démocratie représentative. Comment est-ce que vous vivez celle-ci en tant que député? Mais je ne la vis pas bien. Parce que pour faire de la politique, c'est comme pour faire du journalisme, pour aspirer à devenir magistrat, devenir un chef d'entreprise, devenir un très haut fonctionnaire. Il faut avoir un idéal et il faut avoir une foi trempée dans les viscères pour pouvoir y parvenir. Il faut consentir tellement de sacrifices. Or, le malheur, c'est que l'épisode dont je vous ai parlé, c'est-à-dire cette période trouble qui a duré une trentaine d'années, au cours de laquelle nous avons tous fait les mêmes choix. Le Parti socialiste, l'UMP, les centristes, nous avons tous déjà accepté au fond que cet espace de fraternité que devait constituer l'Europe devienne le prolongement du grand marché américain. Et nous en avons fait beaucoup plus un lieu de commerce inégalitaire, et on va dire insensé, de concurrence entre pays frères, que ce lieu de fraternité. Et puis, nous avons fait disparaître la notion des mouvements politiques. Le PS incarnait d'une certaine manière une idée du progressisme et du partage. Le RPR incarnait plus de liberté, comment je dirais, libéral, l'esprit un peu plus libéral, et d'entreprise. Mais aujourd'hui, ils sont tous les mêmes. Et c'est pour ça que la dernière élection, qui a eu vraiment un enjeu démocratique, et qui a déplacé aux urnes plus de 85% des électeurs, on croit rêver aujourd'hui, c'est l'élection Valéry Giscard d'Estaing contre François Mitterrand en 1981. Vous imaginez, vous n'étiez pas né. Le référendum de 2005 aussi avait beaucoup mobilisé. Oui, alors il y a eu beaucoup de monde mobilisé. Malheureusement, comme le résultat n'a pas été celui que l'on attendait, on voulait un oui. Le non l'a assez largement gagné, puisque à plus de 54%, donc on a décrété qu'il n'était pas valable. Et 18 mois après, nous nous sommes réunis à Versailles, députés et sénateurs, et j'ai eu l'honneur d'être 2 ou 3 des députés qui ont voté contre. Tous les autres ont voté pour, au prétexte que le nouveau président, Sarkozy en l'occurrence, avait changé. Je n'ai jamais compris quoi d'ailleurs, mais là on pouvait voter. Et nous avons eu l'outrecuidance de voter oui, là où le peuple avait dit non. Donc, effectivement, c'est fait, et je vous remercie de m'avoir rappelé celui-là. C'est un bon exemple finalement du manque de représentativité de la démocratie dite représentative, finalement, ce vote de 2005. Oui. Là, nous nous sommes mis une balle dans le pied, et même dans les 2 pieds. Ça a été terrible. Mais c'est un peu, maintenant, un peu pareil dans toutes les élections. Et le fait qu'ensuite Emmanuel Macron ait, par sa démarche, fait d'une certaine manière imploser et le Parti socialiste et l'UMP, fait que nous sommes dans une espèce
de non-être de chercheurs politiques, où les mouvements de menton, les coups de gueule succèdent à la pensée mûrement réfléchie à plusieurs, comme ce devrait être le cas dans la majorité, dans toute démocratie, pour présenter au peuple des projets différents. Et le peuple choisit le projet. Maintenant, c'est des programmes. Aucun d'entre eux n'est jamais respecté, c'est-à-dire que tout de suite, le nouvel élu, avec son gouvernement et sa majorité, continue à faire ce que l'autre a fait et la raison pour laquelle il a été, ce qui a entraîné, la raison pour laquelle il a été battu. Donc effectivement, je suis très malheureux de voir cela, mais vous imaginez, des municipales qui sont terminées à 25% de participation. Et même l'élection du président n'a pas été non plus très... Il y a eu une très grande abstention pendant cette élection, effectivement. On a évoqué le sujet, parce que j'aimerais clarifier avec vous votre position sur l'Union européenne. Parce qu'au moment du référendum britannique sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE, vous aviez affirmé « Si j'avais été britannique, j'aurais voté pour le Brexit ». Pourtant, dans votre livre, à la page 276, vous écrivez sur cette thématique « Loin de moi l'idée d'organiser un Frexit et de détricoter l'Europe ». Sur quel pied dansez-vous concernant l'Union européenne? Frexit, Brexit? Je danse sur mes pieds, et je danse pas souvent. Je marche aussi sur mes pieds. Décryptons bien. Si j'avais été britannique, si j'avais été confronté au Brexit, j'aurais voté le Brexit. Ensuite, mon livre, je parle à la première personne. Je parle de moi-même et de mon projet. Et je vois ce qui s'est passé aussi dans le Royaume-Uni. Mais je savais que ça se passerait un petit peu comme ça. Et je considère que notre pays est déjà suffisamment clivé. Il est dans une situation où personne ne supporte plus personne. D'ailleurs, vous voyez, il ne se passe pas un jour sans faits divers tragiques qui font couler du sang. Je suis persuadé que s'engager dans une démarche comme celle-là, c'est forcément accélérer le processus d'opposition très grave, mais pas d'opposition les uns contre les autres, d'opposition multiple qui mine notre pays et par conséquent de mettre notre pays à feu et à sang. Moi, je propose une démarche qui est assez simple, si on veut bien la comprendre. Je l'avais d'ailleurs décliné dans mon livre au moment des présidentielles, c'était résistant. C'est revenir à l'idée de l'Europe des nations, parce qu'au fond, il y a quand même un petit peu de ça dans la seule chose qui marche en Europe, c'est-à-dire que c'est les pays, les représentants des pays qui prennent des décisions. Seulement, ils les prennent dans un tel désordre, en n'étant jamais d'accord sur rien. Ils font des déclarations, mais ils sont d'accord sur quoi? Qu'est-ce qu'on a vraiment pu régler? Et encore, bon, peut-être cet emprunt, cet amas de millions presque surréalistes qu'on nous présente. Qui est coûté plus cher à la France qu'il ne va lui rapporter d'ailleurs. Absolument. Mais quels sont les pays qui ont signé? Est-ce que nous n'allons pas avoir de mauvaises surprises? Est-ce que les pays ont voté pour dire qu'ils étaient d'accord avec cette démarche? Ou est-ce que c'est uniquement Monsieur le Président Macron et la chancelière Merkel qui n'ont pas décidé de ça au nom de tous les autres? Je ne sais pas. Donc moi, je suis pour que les pays, les États retrouvent leur force d'impulsion. Il y a des choses positives dans l'organisation européenne, que je n'appellerai pas d'ailleurs l'Union européenne, parce qu'elle est tout sauf une union. Et par contre, je couperai, je taillerai très vivement dans les milliers de, comment je devrais dire, de fonctionnaires de très haut niveau bruxellois ou strasbourgeois qui nous coûtent les yeux de la tête et qui, au fond, nous imposent eux-mêmes
leur nécessité de nous faire adhérer au système qui nous ruine, c'est-à-dire au système qui désigne les présidents en France. Vous savez bien que M. Macron a été choisi par de quelques fortunes, M. Niel, M. Drahi, et puis surtout notre champion du luxe, dont le nom m'échappe maintenant, mondial, une des plus grandes fois courant. Bernard Arnault. Oui, qui est d'ailleurs le beau-père de M. Niel. Donc, c'est pas sain, vous voyez, tout ça. Et M. Bolloré, alors maintenant, il est impliqué dans l'affaire de Veolia qui veut acheter Suez, mais est-ce qu'on n'a vraiment pas autre chose à faire alors que nous avons à 350 km de Paris une entreprise qui ferme à Béthune en jetant à la rue 1100 salariés, que des grandes catastrophes de ce type se profilent aux quatre coins de France. Le Covid, malheureusement, ayant désorganisé totalement notre économie, c'est ce qui restait des PME, des petites entreprises, des commerçants, des artisans, que les Français aiment tellement, du commerce de proximité, et surtout de l'agriculture à l'agonie, après l'industrie, qui sont en train de disparaître. Je voulais vous parler un petit peu immigration. Dans votre ouvrage, page 222, je vous cite « Pour autant, si l'on regarde sereinement la situation, nous sommes bien loin de l'invasion migratoire soutenue par les théoriciens du grand remplacement. » Quelle est concrètement votre position concernant l'immigration en France ? Notre pays doit l'une de ses singularités aux vagues de migration successives qu'il a subies, plus qu'il n'a souhaité d'ailleurs. Souvenez-vous, il y a fort longtemps, nous avons eu des Goths, des Visigoths, des Ostrogoths, des Saligoths, tout le monde est passé. Nous avons même, heureusement, M. Hugues Martel qui a pu arrêter une invasion qui venait de l'autre côté de la Méditerranée. Mais la France s'est construite de toutes ces différences. Et elle avait même réussi à créer cette capacité à vivre en tant que citoyen dans la différence. Je ne vous rappelle pas, dans un passé récent, combien nous avions accueilli d'Italiens, d'Espagnols, qui d'ailleurs sont venus relancer à un moment donné l'économie française après les terribles guerres, de Portugais, d'Algériens et autres. Le problème n'est pas tellement celui, comme vous dites, du remplacement. Le problème, c'est que nous avons renoncé à toute idée de transmission du savoir dans notre pays. Je pense que ça commence par ça. Si j'ai la responsabilité de ce pays, nous ferons ce qu'avaient fait Jules Ferry et Luc, je les mélange maintenant, Jules Ferry, oui, et Grévy, c'est-à-dire sur la troisième, apprendre à compter, écrire, et compter, écrire et lire à tous nos compatriotes. C'est déjà le cas aujourd'hui. Oui, à l'école, on apprend ces fondamentaux-là. Oui, mais combien sont-ils à savoir? Et je veux vous préciser que, pour moi, peu importe l'élève, qu'il soit issu de 5 générations avant Vercingétorix, ou qu'il soit arrivé nuitamment d'une manière plus ou moins légale, une seule chose, il va à l'école de la République française. Il apprend le français. Et puis ensuite, il apprend tout ce que je viens de vous dire. Il apprend aussi à se servir des réseaux sociaux, qui sont le meilleur et le pire. Souvent le pire d'ailleurs, parce que malheureusement, tout le monde parle de tout, tout le monde règle ses comptes, mais on ne se parle plus en direct. Et puis, je retire les troupes armées françaises des théâtres d'opération sur lesquels elles n'accumulent que des mauvais résultats. L'Union européenne est censée nous soutenir, mais nous sommes les seuls à soutenir l'effort de dissuasion pour l'Europe, tout seuls.
Et lorsqu'au Mali, nous avons besoin d'un coup de main, il est très très rare le coup de main. Le problème, c'est que tout cela crée un arc de cercle, un arc électrique d'une puissance inouïe, de part et d'autre de la Méditerranée. C'est-à-dire que tout événement qui intervient de l'autre côté a une résonance notamment sur Paris, mais sur toute la France aussi. Et ça électrise et s'adresse les hommes et les femmes de couleurs différentes de manière inexorable. Et dernier point, si nous ne vendions pas autant d'armes à des pays qui n'ont aucun scrupule vis-à-vis de leurs compatriotes, bien, si nous n'avions pas été aussi lâches, bien des fois, la manière dont nous avons laissé s'effondrer la Syrie est une honte pour notre pays. Eh bien, nous n'aurions pas tous ces bateaux qui viennent déverser dans des conditions de mort autant de personnes déplacées de leur propre terre. Ils ne souhaitaient pas du tout en partir. Et nous n'aurions pas ces problèmes de cohabitation forcée qui n'a pas été préparé et qui, par conséquent, est mal vécu. Donc, je pense qu'il faut, mais ce serait trop long, mais vous avez lu mon livre, donc vous savez tout ce que je décline, transmettre le savoir, permettre à celui qui a la capacité de se concentrer sur le long terme d'avancer le plus vite possible, celui qui a le génie de la main, de construire de nouveau, celui qui peut devenir artiste, de le devenir, celui qui est un peu handicapé parce qu'il confond les couleurs ou parce qu'il est dyslexique, de rattraper le peloton, et tout le monde s'exprime dans une même langue. Ensuite, je ne suis pas du tout opposé à ce qu'on apprenne, par exemple, une ou deux langues, une langue régionale, deux ou trois langues étrangères très tôt, y compris l'arabe, mais qu'on l'apprenne à partir de la langue française, puisque nous sommes en France. Et ensuite, je souhaite mettre en place le service national civique et militaire pour l'ensemble des jeunes de 18 ans, garçons et filles. Ils choisiront, mais ils apprendront la vraie vie, encadrés par l'armée et la gendarmerie. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Mais ils peuvent aller dans un hôpital, ils peuvent aller dans une maison de retraite, mais ils pourront apprendre aussi le métier des armes, puisqu'il faut apprendre à se défendre. Et je crois que, voyez-vous, c'est la meilleure manière, je n'en vois pas d'autre, d'intégrer des groupes de population tellement différents qui, pourtant, pourraient vivre ensemble. Mais c'est impossible aujourd'hui parce que certains parmi nous se sont mis à détester la France, la civilisation même, c'est-à-dire pas que la France, mais la civilisation, cet art de vivre ensemble, et veulent le combattre à tout prix. Ajoutons à ce bonheur qu'on a délibérément choisi de laisser rentrer des instructeurs extrêmement nocifs, qui viennent tenir un langage insupportable. Vous parlez des imams étrangers Absolument, des imams très... qui sont délibérément dans le prosélytisme et la politique, et dans la déstabilisation. Donc ça ne peut pas marcher. Quand de plus notre République, compte tenu de ce que je vous ai dit auparavant, a délaissé totalement nos quartiers en difficulté et les a laissés livrés à eux-mêmes, comme il a abandonné nos campagnes. Mais comment voulez-vous que des hommes et des femmes puissent vivre en bonne intelligence? Je crois que la France ne doit plus être ce qu'il est actuellement, c'est-à-dire ce bouteur de feu mondial qui est un peu, en donnant des leçons de morale à droite à gauche, mais pusillanime, sans droit de suite. Nous avons réussi à nous fâcher avec des pays qui nous aimaient, la Syrie, la Libye. Nous étions... J'aimerais justement vous poser une question là-dessus, puisque vous avez évoqué votre voyage en Syrie. Enfin, vous en avez fait même deux, hein, si je ne me trompe pas. Oui, oui. Oui, à deux reprises. Je crois que c'est 2016-2017. Et j'en avais fait avant. Mais alors, avant, ça ne posait pas de problème. J'ai vu Alep en 1994. Avant,
Oui, avant qu'il ne se passe rien. J'étais plus jeune. Je peux vous dire que j'y avais vu plus de mini-jupes que voile islamique à l'époque. C'était comme Tunis ou Paris, les Champs-Élysées. Donc nous étions arrivés là. C'est parce que des mollahs, je ne sais quoi, se sont imposés et ont imposé ce que nous, par bonheur, nous ne faisons pas encore, mais ont imposé des religions à la tête de l'État, alors que nous avions eu de mauvais moments, hein, parce qu'à un moment donné, entre catholiques et protestants, ça n'a pas été de tout repos non plus. Quelques siècles. Oui. Mais vous avez pu rencontrer le président Bachar el-Assad. Quelle impression il vous a fait? Écoutez, j'étais parti avec quand même beaucoup de retenue au départ, vu ce que l'on disait de lui. Et en 2013, j'effectuais le Tour de France. Le seul arrêt que j'ai fait, c'est pour aller voter à l'Assemblée nationale l'intervention des Français aux côtés des Américains contre lui, parce qu'il avait gazé son peuple. Eh bien, lorsque vous avez parlé de mes voyages, mais il y en a eu plusieurs, je me suis rendu compte que le peuple syrien n'était pas opposé à M. Bachar el-Assad et que c'était une armée de conscription et qu'avec une armée de 400 000 hommes, il a réussi à éviter le désastre qu'ont connu l'Irak ou la Libye, par exemple. Et lorsque j'y suis allé la dernière fois, on venait d'assister à la libération d'Alep. J'ai vu, mais je n'étais pas seul, il y avait France Télévisions, ils auraient pu le dire. Il y avait RTL, qui l'a dit, c'est la seule radio. Il y avait la chaîne parlementaire, qui n'a pas touché un mot. Pourtant, ils ont interviewé Bachar el-Assad. Nous étions 3 députés, nous avions convenu de laisser beaucoup de temps même aux journalistes pour qu'ils puissent parler avec lui. Eh bien, j'ai trouvé un président qui ressemblait à son peuple, c'est-à-dire qu'il voulait conserver l'intégrité de son pays, sans l'intervention intempestive et dans tous les sens de forces étrangères au prétexte que c'était un lieu de passage de pétrole ou de gaz et que par conséquent une terrible lutte d'influence puis de mort s'était intensifiée chez lui. Je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit « Mais comment peut-on rester président après avoir gazé son propre peuple, monsieur le président ?» Et il m'a répondu pendant un quart d'heure. Et j'ai regardé attentivement cet homme. Je ne peux pas dire que je suis fort au point. Je ne suis d'ailleurs même pas juge à La Haye. C'est La Haye qui juge les crimes de guerre. Mais encore faut-il y être traduit. Pour l'instant que je sache, il n'y est pas traduit. Mon idée, c'est que si Bachar el-Assad est traduit un jour à La Haye, il y aura, je crois, hélas, un certain nombre de responsables français de très haut niveau qui y étaient, notamment ceux qui ont fermé les consulats dès 2011 et l'ambassade de France, alors que le rôle de la France eût été d'accueillir tous ces gens qui étaient mis en danger par Bachar el-Assad. Et vous savez ce que j'ai vu? En sortant des décombres pleins de... parce que la bataille d'Alep venait de se terminer. Eh bien, il y avait des hommes qui sortaient de nulle part. Ils trouvaient des policiers qui sortaient aussi de nulle part, ou je ne sais quoi, ou des militaires surtout. Et vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils leur sautaient au cou. Eh bien, je peux vous dire que j'ai connu l'Espagne franquiste. Je n'ai jamais vu un Espagnol se jeter dans les bras d'un soldat franquiste, de la Guardia Civile. J'ai connu l'URSS. Et je me suis beaucoup rendu dans ce pays parce que je voulais comprendre ce qui s'y passait, mais je n'ai jamais vu un soviétique, un citoyen russe ou tchécoslovaque se jeter dans un soldat de l'armée rouge. Hein. Jamais je n'ai vu ça. Hein. Donc je pense que la France s'est enfermée dans une espèce de... comment je devrais dire de mensonge international de très grande envergure dont elle ne sait plus se sortir. Aujourd'hui, nous ne jouons plus aucun rôle en Syrie, dans la Syrie qu'il faudrait pourtant faire. Au Liban, chaque fois que notre président y va,
c'est pour injurier ou critiquer les forces libanaises. Moi, je n'ai jamais vu les choses s'arranger en traitant de cette manière-là. Au Mali, on pensait être sur la bonne voie. Voilà qu'un général arrive et qu'il prend le pouvoir, on ne sait plus maintenant avec qui on est. Donc, moi, je pense qu'il faut cesser cela. Parce que c'est cela qui crée, justement, le grand désordre mondial dont nous parlons et qui fait que d'un seul coup, notre pays, qui a juste la Méditerranée, est le réceptacle de centaines de milliers de déracinés, d'hommes et d'enfants et de femmes qui feraient tout pour sauver leurs enfants. Il faut recréer des conditions pour que ces hommes et ces femmes puissent vivre et travailler dans leur pays. Ça s'appelle de la coopération, mais il ne suffit pas de le dire, il faut le faire. Alors c'est plus long que de vendre des avions ou des armes à l'Arabie Saoudite, qui a l'argent de payer. Et quand je vois la honte que nous sommes tous capables d'assumer en préparant la Coupe du Monde de football, premier événement sportif planétaire dans ce si sympathique, appelez-moi le nom, au Qatar, avec des stades surréalistes construits de toutes pièces dans un monde où les 2/3 de la planète sont affamés, qui vont être climatisés et construits entièrement sur la mer. J'ai dit, mais où sont les écologistes? Mais où sont les défenseurs de la nature? Mais où sont les humanistes? Brièvement, juste pour les spectateurs, voilà, vous souhaitez que la France sorte de l'OTAN et nous de nouvelles alliances stratégiques. Oui, parce que l'OTAN n'est plus qu'une source de guerre. Est-ce que vous croyez que nous sommes très copains actuellement avec les Turcs? Et pourtant, nous faisons partie de l'OTAN. Donc c'est vraiment se moquer des Français comme des autres peuples d'ailleurs. Le 10 octobre prochain, la Manif pour tous prévoit une nouvelle manifestation contre le projet de loi bioéthique. Vous avez vous-même voté contre ce texte à l'Assemblée. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Parce que nous jouons les apprentis sorciers et que ça ne s'est jamais bien fini. Nous sommes aujourd'hui confrontés à des problèmes qui devraient être heureux. C'est-à-dire, nous avons la chance de pouvoir développer l'intelligence artificielle. Nous avons la chance de pouvoir travailler à mieux soigner, à faire retrouver la santé à ceux qui l'ont perdue, à traiter peut-être enfin le cancer. Et voilà que c'est le moment où l'on vote le plus faible budget depuis 1970 sur la recherche fondamentale, la recherche appliquée. Nous étions les premiers partout à ce niveau-là. Vous avez vu dans quel état de sidération nous a plongé le Covid, parce que nous ne cherchons plus rien. Donc nous ne risquons pas de trouver. Et à défaut de faire, nous clivons et nous jouons sur l'exaspération de ceux qui, pour ou contre, ne trouvent d'autres moyens que de s'affronter. Et je pense que, très honnêtement, il y a des problèmes autrement plus urgents à traiter dans notre pays que de savoir si deux femmes peuvent faire naître un enfant dont elles pourront éventuellement aller choisir en Californie la couleur des yeux et le type même sur un catalogue. Je pense qu'il y aurait bien plus à faire pour s'occuper des pratiquement 10 millions de pauvres que nous avons, de nous occuper de l'anxiété qui s'est emparée de notre pays et qui est quasiment généralisée. Tout le monde est anxieux, tout le monde est dans un état de... Vous voyez, on le sent bien. Chaque jour, je le répète, c'est une agression. Au lieu de ça, on choisit les sujets les clivants, ceux qui posent le plus de problèmes. Peut-être que ces problèmes doivent être résolus un jour. Je ne suis pas
un homme contre le progrès. Mais enfin, je ne commence pas par mettre sur la table tout ce que je peux trouver de plus clivant, qui coupe le plus notre peuple, notre grand pays, et qui le met en position d'affrontement pour créer un dessein nouveau, pour proposer un dessein nouveau, un dessein de paix, un dessein pour les jeunes, complètement abandonnés et qui pourtant sont tellement réalistes lorsqu'ils m'invitent, si nombreux, dans leurs amphithéâtres, ou que je vois sur les champs, ou que je vois, on dit que je suis rural, mais je suis très bien aussi dans les banlieues, vous savez. J'ai fait 50 banlieues les plus chaudes de France, entre 1h et 5h du matin. Bon, je ne peux pas dire que tout ce que j'ai vu était magnifique, mais j'en suis quand même sorti vivant. Et je crois que je me sens bien en ville aussi, je me sens bien partout. Je crois que nous sommes un grand peuple. Nous sommes un grand pays, mais nous devons retrouver à la fois notre capacité à remettre de l'argent, de la thune, comme disaient les jeunes, dans l'espace public, c'est-à-dire celui des hôpitaux, celui des écoles, celui de la police, de la gendarmerie, de tout ce qui permet le vivre ensemble, de l'école. Et c'est un pays qui a besoin aussi de retrouver une forme de souveraineté. Et là, je continue à suivre avec intérêt ce qui se passe avec le Brexit, parce qu'au fond, si on regarde bien le dernier millénaire, notre pays a joué un grand rôle, pour le meilleur ou pour le pire. Hein. Tout n'a pas été bien et on est en train de faire l'inventaire aujourd'hui, et des fois des inventaires un peu prématurés. Mais il faut bien reconnaître que le Royaume-Uni, qui n'a pas toujours été uni, les Britanniques, disons, et la France, d'une certaine manière, ont dessiné le dernier millénaire et posé les bases de celui-ci. Donc, c'est les bas quartiers de Manchester et de Liverpool qui ne sont pas donnés comme les plus riches, qui ont décidé par 2 fois, alors que d'habitude, ils votent à gauche toutes, donc qui auraient dû être absolument contre ce référendum, qui ont le plus voté. Pourquoi? Parce qu'il aurait été insoutenable de ne plus d'avoir une forme d'identité. C'est un problème d'identité. Alors chaque fois qu'on dit ça, on prononce un grand mot, mais je pense qu'on peut être dans une Europe des nations, français, allemand, britannique, anglais, sans se faire la guerre et en remettant des contrats négociés de commerce qui n'appauvrissent pas les uns, d'ailleurs qui n'enrichit personne, sauf les mêmes riches qui ont créé le système, et qui évitent des tragédies comme celle de Béthune, dans le nord de la France actuellement. On s'est un petit peu éloigné de la loi bioéthique, mais mais si vous voulez que j'y revienne, je peux y revenir. J'ai dit ce que je veux dire. Parce que tout est lié. Hein. Et on s'en est éloigné. Mais tout cela est lié. Notre peuple a besoin d'être rassemblé et rassuré. Il a besoin d'être rassemblé et rassuré sur l'essentiel, c'est-à-dire l'homme. Le traitement que l'homme reçoit, la relation que l'homme a avec l'homme, pour que des citoyens reviennent et que ces citoyens refondent le peuple souverain qui choisira. Je suis persuadé que si les choses se passent ainsi, le peuple saura choisir ses priorités. Et à ce moment-là, il ne mettra pas en priorité absolue le fait que de marier, bon ça c'est fait, 2 femmes entre elles, et de faire en sorte qu'elles aient à faire procréer, enfin, à mettre en vie un jeune homme, un enfant, qui au fond sera l'enfant de qui? Quand je vois les problèmes que crée ce qui fonctionnait très bien avant l'adoption, pourquoi? Parce qu'il y a les réseaux sociaux. Moi, pendant 25 ans, je me suis occupé de ces problèmes-là avec un très grand bonheur. Et j'étais heureux lorsqu'une famille recueillait un petit Vietnamien, parce qu'il n'y avait pas de Français, paraît-il, alors je crois qu'il y en avait, ou un petit Algérien ou autre. Bon. Le problème, c'est qu'il y a les réseaux sociaux. Ces jeunes gens à 11 ans, ils découvrent qu'ils devaient vivre à Hanoï.
Saigon ou ailleurs, puisque j'ai pris l'exemple vietnamien, parce qu'il y en a beaucoup, ils commencent à se poser beaucoup de questions. Et puis, ils se demandent si ce n'est pas pour leur confort personnel, parce qu'ils n'avaient pas d'enfants, qu'on les a fait venir. Ils oublient, ce faisant, qu'on les a peut-être sortis de milieux dans lesquels ils n'auraient pas survécu. Et ils en veulent à leurs parents. J'ai vu des familles entières se déchirer. Vous croyez que le peuple, s'il était de nouveau en situation de pouvoir décider de son avenir, ferait des choix qui le conduisent à son propre malheur? Je ne le crois pas. Jean Lassalle, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous faites paraître aux éditions du Cherche-Midi Aurore ou Crépuscule, Résistons, et que donc vous commencez un petit peu votre campagne pour commencer à récolter les signatures en vue de votre candidature à l'élection présidentielle de 2022. Je vous remercie beaucoup.